Georges Guingouin est un personnage un peu tragique, il pourrait être le héros d'une tragédie grecque. C'est quelqu'un qui a connu une ascension fulgurante à la faveur de l'occupation et de la libération, puisque petit instituteur rural, il devient un chef de maquis reconnu de tous, il accède au rang de chef des FFI de toute la Haute-Vienne, et il est élu en 1945 maire de Limoges. Il est alors couvert d'honneurs et d'éloges, il reçoit la Légion d'honneur, il est fait compagnon de la Libération. Et puis seulement quelques années plus tard, eh bien, il connaît une chute brutale en 1952, il est donc exclu du Parti communiste. Et en 1953, il sera même impliqué dans une affaire judiciaire, un meurtre qui a eu lieu en 1945 en Corrèze, et il sera emprisonné plusieurs mois dans les prisons de la 4e République. C'est cette République qu'il avait lui-même, disait-il, contribué à refonder. L'histoire de la résistance, l'histoire des maquis, c'est écrit très tôt, et souvent ce sont les acteurs mêmes qui ont écrit cette histoire. Et Georges Guingouin a, dans de nombreux articles, dans de nombreux ouvrages, écrit son histoire, mais du coup c'est une histoire qui est un petit peu déconnectée du contexte, où il se présente comme le seul acteur de la libération du Limousin. C'est quelqu'un qui a dû se défendre d'ailleurs après la guerre face à de nombreuses attaques, donc il est normal qu'il ait essayé de présenter son combat sous un jour totalement positif, mais à écrire cette histoire, il n'a pas forcément saisi un certain nombre d'éléments, il ne tient pas compte toujours de ce qui se passe et au-dessus ou et en dessous de lui. Et j'ai trouvé pour ma part des archives qui sont inédites et qui sont assez intéressantes par rapport à sa trajectoire, puisqu'elles permettent de retracer mois par mois, semaine par semaine presque, ce qu'a été son rôle et son activité. Il est tout à fait vrai que Guingouin est l'un des premiers à se cacher dans les bois, en 1941, au printemps 41. Mais à ce moment-là, il se cache dans les bois comme d'autres militants communistes se cachent dans les villes, parce que tout simplement, il est recherché par la police de Haute-Vienne et de Corrèze, mais il est recherché parce que c'est l'un des responsables du Parti communiste clandestin. Et il ne se cache pas du tout dans les bois en 1941 avec l'intention de fonder un maquis. Mais son maquis, au sens second du terme, celui d'un maquis de combattants, il ne le fonde qu'à la mi-avril 1943, dans la forêt de Châteauneuf. Et à la mi-avril 1943, il existe déjà des maquis dans les Alpes, dans le Massif central, et même dans le département voisin de la Corrèze. Le grand paradoxe de Guingouin, c'est que au moment du débarquement, en fait, en mai-juin 1944, alors que dans tout le secteur, beaucoup de maquis, que ce soit des maquis FTP ou des maquis de l'AS, multiplient les sabotages de voies ferrées pour permettre aux Alliés en fait, de réussir le débarquement et gêner l'effort de guerre allemand. Et bien à ce moment-là, Guingouin, lui, est plutôt replié sur son secteur. Il mène des actions qui sont destinées donc à la survie de son maquis, mais il ne mène aucune action particulière qui s'inscrirait dans un cadre stratégique plus large. À la fin de la guerre, en 1944-45, je pense que Guingouin a été en fait quelque part un peu instrumentalisé par le parti, qui avait besoin de gloire locale qui se serait illustrée dans la résistance. Mais Georges Guingouin a été persuadé tout au long de sa vie que la base pouvait en fait faire évoluer le centre. Et tout au long des années d'après-guerre, il ne cessera en fait d'attirer l'attention de la direction du parti sur des erreurs qui auraient pu être commises par des cadres importants sous l'occupation, surtout à la Libération. Il est persuadé qu'une grande marge de l'histoire a été loupée par le parti qui aurait pu s'emparer du pouvoir, non pas par l'insurrection, mais par une voie tout à fait légale au moment de la Libération. Guingouin continuera toujours à tenir le même discours et donc la rupture définitive a lieu à la fin de l'année 1952, où il est exclu d'un parti auquel pourtant il avait le sentiment d'avoir totalement consacré sa vie et pour lequel il avait pris des risques considérables, que ce soit au début de l'occupation et puis tout au long de la période jusqu'à la Libération.